Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des patients. Bonjour, vous êtes sur La Voix d'Ambroise Paré, la radio interne de l'hôpital Ambroise Paré. Je suis Nicolas, bibliothécaire, animateur au sein du réseau des médiathèques de la ville de Boulogne-Billancourt. Et aujourd'hui dans cette émission, avec Hélène Marot du musée Rodin, nous allons parler du sculpteur Auguste Rodin. Bonjour Hélène Marot. Oui, bonjour. Et merci de participer à cette émission, lors de laquelle nous allons parler de votre activité au musée Rodin, et nous évoquerons ensuite cette immense figure de la sculpture, Auguste Rodin, un grand artiste qui reste une figure finalement assez mystérieuse. Hélène Marot, vous êtes responsable, vous avez été responsable, vous avez eu de nombreuses fonctions au sein du musée Rodin. Je voulais vous demander quelle était votre formation et comment vous avez intégré cette grande institution. Oui, alors déjà, bonjour à tous, je suis heureuse d'être là parmi vous aujourd'hui. Et en fait, je suis rentrée au musée Rodin après avoir fait des études d'histoire de l'art sur la sculpture et sur candidature spontanée. Et voilà, j'ai écrit un peu à tous les musées de Paris et j'ai reçu une réponse. Donc je suis rentrée, j'étais d'abord étudiante temporaire vacataire. Et de fil en aiguille, en fait, je suis restée et je me suis spécialisée sur cet artiste. D'accord. Et donc vous êtes devenue attachée de conservation à la suite. Voilà, et donc en chargée sur le fonds de sculpture au service des collections, donc à la fois dans les réserves. C'est un métier passionnant parce qu'on est à la fois sur le terrain, dans les réserves, auprès des sculptures, pour les constats, les transports, les restaurateurs, et un côté plus bureau où on travaille sur les prêts et dépôts, sur la documentation, les expositions. Voilà, donc c'est un métier très complet. Très riche. Vous m'avez d'ailleurs dit, on peut le dire en off, pour moi, le musée Rodin, ça a été une école de vie. Est-ce que vous pouvez commenter un petit peu cette déclaration ? En fait, c'est vrai que il y a une telle puissance dans l'œuvre de ce sculpteur, c'est qu'on ne sort pas indemne de la proximité de cet artiste. C'est un sculpteur qui est passionné par la vie et le vivant. Quand il travaille, il a toujours besoin d'avoir un modèle vivant devant lui. Il ne peut pas travailler sans avoir un modèle vivant. À tel point que lorsqu'il faisait le portrait d'un défunt comme Baudelaire ou d'autres, il trouve toujours comme par hasard, un sosie. Et il faut poser le sosie pour faire son œuvre. Et il y a vraiment cette puissance de vie, une force énorme dans son œuvre. Voilà, et ça c'est vraiment... ça vous a attiré fortement. Oui, énormément. Et souvent les artistes à cette époque créaient des œuvres qui étaient en presque 2D entre guillemets, où on voyait devant et derrière, et on les mettait après sur un socle contre un mur. Et Rodin, il a presque inventé la 3D avant l'heure, parce que lorsqu'il fait poser un vrai modèle, il le fait tourner sous tous ses angles, et il a fait ce qu'on appelle la théorie des profils, où il décompose tous les profils de la sculpture pour les rassembler en une seule et même sculpture. Donc, dans ce sens-là, c'est un grand novateur. Oui, vraiment. Parce que jusqu'à Rodin, il y avait quand même des très très grands artistes, mais il y a vraiment eu Michel-Ange dans l'histoire de la sculpture, et après Rodin, en ce sens que Rodin, il ne représente pas, mais il cherche à exprimer quelque chose. Donc il cherche à prendre la vérité qui est cachée à l'intérieur du modèle et à extraire vraiment cette puissance de vie, de vérité qui fait que ces œuvres, elles sont vraiment très puissantes et qu'elles parlent à tout le monde dans le monde entier. Et vous avez eu la possibilité, en vous immisçant comme ça, on va dire presque par la petite porte dans le musée Rodin, de devenir quand même responsable des sculptures. Ça paraît être une responsabilité énorme, non, immense. Alors je n'étais pas responsable en titre, je ne suis pas conservateur, mais c'est vrai que la proximité... En fait, vraiment, j'ai fait de l'histoire de l'art, mais je suis un produit entre guillemets maison, comme on faisait dans le temps. Là, je suis un peu décalée par rapport à la mobilité, voilà. Mais moi, j'avais eu besoin de cette stabilité. Et vraiment, j'ai passé des heures et des heures, voire des jours, dans les réserves de Meudon. Et c'est là vraiment qu'on mesure la puissance de cette œuvre. Il m'a fallu des années. Et on s'aperçoit finalement qu'il y a un corpus d'œuvres assez délimité, récurrent, que Rodin n'aura de cesse de réexploiter en agrandissant, réduisant, par la fragmentation, en recompensant. Voilà, donc il ouvre la porte à énormément de sculpteurs à venir, etc. Et de possibilités. Voilà. En fait, c'est ça. Il expérimente, il a besoin de sortir d'une forme le maximum de possibilités. Et là, après, il déborde complètement de la figuration, en fait.
Donc une grande puissance qui nous a aussi attiré, cette force ah oui, c'est pas par hasard, créative. Et c'est pas par hasard qu'on arrive parfois dans certains endroits. Et voilà, cette puissance d'expression est quelque chose qui est très important. Merci beaucoup Hélène, nous allons faire une petite pause musicale et reprendre ensuite notre conversation. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Vous êtes sur La Voix d'Ambroise Paré, la radio interne de l'hôpital Ambroise Paré. Et aujourd'hui dans cette émission, avec Hélène Marot du musée Rodin, nous allons parler du sculpteur Auguste Rodin. Hélène Marot, reprenons notre conversation. Je voulais vous demander, avez-vous déjà exercé des fonctions de commissaire d'exposition pendant votre carrière au musée Rodin ? Oui, alors c'est vrai que j'y suis depuis très longtemps. Et au fur et à mesure, donc j'ai pris plus de responsabilités, j'ai fait plus de choses. Et en effet, j'ai été plusieurs fois commissaire d'exposition. Vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça se passe, nous dire un petit peu. Oui, alors en fait, voilà, c'est la directrice ou le directeur vous confie un projet et vous demande si vous êtes d'accord ou pas, et après, hop, vous y allez. Et on se lance. Et en fait, c'est passionnant parce qu'un projet d'exposition comme ça, on donne forme à quelque chose qu'on a pensé, réfléchi, quelque chose qui nous interpelle beaucoup. Et la première fois où j'étais commissaire d'exposition, c'était donc la directrice avait fait le tour de la conservation pour demander si vous aviez des idées de sujets. Et moi, il y a un sujet qui m'intéressait toujours beaucoup, c'était la chute et l'envol. Parce que dans l'œuvre de Rodin, en fait, il y a beaucoup de mouvements de chute et beaucoup de figures ailées. Donc, c'est vraiment intéressant. Et voilà, comme souvent, il y a des hasards, etc. Et une fois, elle est venue me voir en me disant: est-ce que vous voulez travailler pour moi, pour un projet, pour l'aéroport ? Ouf, ah oui, les envols. Voilà. Les chutes, on évite peut-être. Voilà, mais alors les juste. envols, c'est pas mal, oui. Exactement ça. Parce que donc, c'était pour l'inauguration d'un nouvel espace musée à l'aéroport de Roissy. Et là, exactement ce que tu dis, la chute et l'envol vous intéressent toujours ? Elle me dit oui, alors vous allez faire quelque chose sur l'envol, mais sans la chute. Parce que dans les aéroports, en fait, il faut vraiment être très délicat quand même, parce qu'il y a toujours une petite appréhension. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai travaillé sur ce sujet et on a appelé les ailes de la gloire. Et c'est ça que c'était passionnant, parce que j'avais toujours été vraiment intéressée par ce sujet. Il y a beaucoup et Rodin même de son vivant était passionné par les débuts de l'aviation. Et en 1914, quand il voyait passer un avion dans le ciel, il disait: c'est le rêve de Vinci qui passe. Oui, bien sûr. Et voilà, donc ça c'était passionnant. Et puis aussi pour un sculpteur qui manie la matière, c'est du poids. L'envol, c'est vraiment c'est échapper à la pesanteur. C'est ça, une quête de légèreté. Oui. Et là, vraiment, on plongeait direct au cœur à la fois de l'œuvre, mais par ce petit biais comme ça. Et du coup, voilà, donc on a inauguré cet espace. Et il fallait faire très attention aussi à ce qu'on disait, même dans les titres des œuvres, parce que il y a une œuvre un peu emblématique de Rodin qui s'appelle La Porte de l'Enfer. Et même le mot enfer dans un aéroport, ça passe pas. Donc on a mis porte décorative pour un musée, etc. Ça porte malheur. Oui, ça risque de porter malheur, parce que voilà. Mais en tout cas, c'était un très très beau sujet. C'est la première fois. Et donc le public dans l'aéroport était très réceptif. Quelle réaction vous avez eue ? C'est un public quand même qui est plutôt de passage. Oui. C'est pas évident peut-être de capter un public dans ce genre de lieu. En fait, au départ, les gens étaient très surpris. Et en fait, souvent, quand il y a des correspondances dans ce grand hall, ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est quand même très long. Et du coup, beaucoup de gens étaient surpris et contents. Parce que du coup, en plus, après, ils pensent à autre chose. Ça les ouvre sur un autre domaine. Ça réveille des intérêts. Voilà. Et ça peut, voilà, des personnes qui seraient jamais allées au musée Rodin ou jamais allées dans un autre musée, ça peut susciter des envies. Et surtout, ça fait aussi un peu une distraction. Ça peut une bulle dans une bulle, quoi. C'est ça. Ouais. Alors justement, puisqu'on est à l'aéroport, ça tombe bien, parce que je voulais vous demander si vous avez aussi été commissaire d'exposition à l'étranger. Alors là, il faut prendre l'avion peut-être avec des sculptures. C'est un autre défi. Oui, alors ça, c'est vraiment aussi un aspect vraiment formidable de ce travail. Ce que je vous disais, c'est qu'il y a une partie sur le terrain et une partie vraiment plus bureau. Et la partie sur le terrain, c'est vous allez dans les zones de fret, vous allez chez le transporteur, vous voyagez en camion, en cargo, en bateau, en avion, dans des conditions un peu, entre guillemets, extrêmes, mais quand même très très bien encadrées, parce qu'il y a des spécialistes
qui vraiment est Oui, parce que j'imagine qu'on ne voyage pas comme ça avec des œuvres qui sont parfois qui ont un poids important, qui peuvent être fragiles. Oui. Il y a des protocoles à respecter. Oui, énormément. En fait, déjà, on fait avant de prêter les œuvres, on fait des constats avec des restaurateurs, voilà, pour les assurances. Et ensuite, on fait appel à des sociétés de transport et de l'emballage complètement spécialisées. Et donc les caisses sont faites vraiment sur mesure, et c'est différent si c'est un plâtre, si c'est un marbre, si c'est un bronze, si c'est petit, si c'est grand. Enfin, voilà, et après, donc ça part en caisse. Il y a beaucoup de formulaires et des choses de douanières, mais qui sont complètement pris en charge par les transporteurs. Et nous, on arrive comme ça, un peu comme garant. On part avec les œuvres. Si elles partent en bateau, on part en bateau, cargo. Si elles partent en avion, on part avec. Et en camion aussi. On peut aller à Rome en camion, à Malaga, enfin. Et on les suit à la trace. Pour après, quand on arrive sur place là-bas, on assiste au déballage, à la mise en place, etc. Et du coup, parfois, on se retrouve dans des conditions assez particulières. Oui, justement, je voulais demander s'il y a quelques petites anecdotes drôles ou bizarres que vous pouvez nous relater ici. Oui, alors là, c'est plus... Moi, c'était quand même très nouveau lorsqu'on vous envoie un peu au bout du monde comme ça. Mais même une chose assez amusante, c'était un des premiers convoiements, on appelle ça un convoiement, entre Paris et Copenhague, en camion, en semi-remorque. Et là, en fait, les deux chauffeurs parlaient danois et pas français ni anglais. Et je débarquais et ils s'arrêtaient souvent pour boire des bières, enfin, non, des bières sans alcool. Oui. Mais surtout, ils étaient tatoués jusque-là. Ils parlaient pas. Et moi, je me dis, qu'est-ce que je suis là. Parfois, vous vous retrouvez au bout du monde. Où, une autre fois, un avion cargo pour revenir du Chili, où il y avait une exposition. Donc, on devait faire le Chili, Miami, Paris. Et en fait, on vole à 2h. Donc là, vous êtes dans le cockpit avec les pilotes. À côté de moi, il y avait un vieil Anglais qui convoyait 2 chevaux, qui étaient livrés à Francfort. Donc on voyait les chevaux, tout le temps, il allait leur donner à boire. Et surtout, vers 2h du matin, tout d'un coup, on passe au-dessus de l'équateur. Et là, la feuille de route, c'était Santiago de Chili, Miami, quoi. Et là, à 2h du matin, on est au-dessus de l'équateur, dans le ciel. Et là, le pilote vous dit, écoutez, on va faire une petite pause, on va se poser en Équateur pour livrer des palettes de fleurs. Pas de problème. Et en fait, sauf qu'en se posant, en fait, on s'est aperçu qu'un petit oiseau avait cogné le cockpit. Et donc on vérifie à 3h du matin. Et en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait une pièce, en vérifiant le petit impact de l'oiseau, ils se sont aperçus qu'il y avait une pièce cassée dans le nez de l'avion, quand même. Du coup, on est reparti que le lendemain. Ah oui. Mais vraiment, les gens sont en général très très gentils, adorables, mais oui, parfois il y a des petites surprises comme ça. Ça aurait peut-être amusé Rodin de savoir que ces œuvres comme ça volaient au-dessus, au-dessus des continents. Je ne sais pas s'il aurait pu imaginer quelque chose comme ça. Alors, c'était pas un grand voyageur, c'est pas un grand voyageur, mais c'est vrai que oui, il aurait été très touché. Il avait participé une fois à une souscription justement pour l'édification d'un monument aux aviateurs. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Hélène Marot, donc nous reprenons notre conversation. Nous avons fait plus ample connaissance avec vous. À présent, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu plus précisément du sculpteur Auguste Rodin. Pouvez-vous rapidement nous évoquer son origine familiale et sa formation esthétique ? Oui, alors Rodin donc, est parisien. Il est né en 1840. C'est une famille très unie. C'est l'aîné. Il y a une sœur qui s'appelle Maria. Ses parents, son père travaillait à la préfecture de police et il est né dans le 13e. Et voilà, donc c'est une famille très unie. Et alors Rodin, en fait, avait toujours eu envie de dessiner ou de sculpter. Il n'a rencontré aucune opposition du côté de ses parents. Il était très ouvert, donc très ouvert. C'était pas évident. Et son père lui a dit, ok, si tu veux faire ça, fais-le, mais fais-le jusqu'au bout. Voilà. Et donc il s'est beaucoup formé à ce qu'on appelle la petite école de dessin et de mathématiques. Et plus tard, en fait, il va rater 3 fois l'entrée au concours pour l'école des Beaux-Arts, et donc il rate 3 fois. Et il dira par la suite, en fait, que c'était une chance, comme ça, il échappe au moule académique. Et c'est vrai que c'est quelqu'un de très très libre, et du coup il va beaucoup se former dans les ateliers de maîtres de sculpteurs ornemaniste, auprès duquel il va apprendre un métier, notamment Carrier-Belleuse, qui était un sculpteur ornemaniste qui faisait de la sculpture à grande échelle. C'était la vogue à l'époque.
Donc il travaille dans des ateliers. Dans les ateliers il est pour d'autres petites mains personnes. un peu dans... Voilà, exactement. Et d'ailleurs, Rodin dira qu'il y a une seule façon d'être artiste, c'est être artisan avant d'être artiste. Voilà. D'accord. Donc avec, il entame sa carrière avec beaucoup d'humilité, en fait. Oui. C'est ça. Oui. Et il a un immense respect du travail et des matériaux. Et Donc, est-ce que je me trompe ou j'ai lu que ses œuvres n'ont pas rencontré obligatoirement un succès immédiat et que la célébrité de Rodin fut assez longue à venir? Oui. Alors Rodin a beaucoup travaillé donc, pour les autres avant de travailler pour lui. Il a beaucoup... Et en fait, il y a toujours eu un décalage entre ce que lui proposait et ce que les gens attendaient. Et par la suite, lorsqu'il va assez jeune, en 79 par exemple, 1879, parce qu'en fait, la sculpture est un art qui coûte très cher, parce qu'il faut acheter des matériaux, de la matière. C'est un art qui revient beaucoup plus cher que la peinture. Et donc, les artistes qui expérimentent en sculpture, ils y vont quand même plus doucement parce que ça coûte cher. Et, il faut pas se tromper. Quoi. Voilà, il y a quand même des risques qui coûtent cher. Et pour un artiste, quand même, le moyen d'avoir un peu d'argent et de se faire connaître, c'est d'abord de répondre à des concours. Et donc, régulièrement, l'État ou parfois des municipalités lancent des concours. Il y a un jury qui valide ou pas, qui choisit, voilà, entre guillemets, des gagnants. Et donc, Rodin, donc, en 79, donc il a déjà plus de 30 ans, va postuler à 2 concours publics. Un premier concours qui est un concours pour la défense de Paris, qu'on appellera l'appel aux armes, et un concours pour une Marianne pour l'hôtel de ville. Et en fait, les 2 concours voient un échec total parce que ce qu'ils proposent est complètement en décalage avec ce que les commanditaires attendent. Par exemple, pour la fameuse Marianne, je ne sais plus si c'est pour la mairie de Paris ou une des mairies d'arrondissement, et le texte du jury, c'était clair, il fallait faire un buste de Marianne qui soit quand même assez avenant, assez souriant. En plus, c'est après la guerre de 70, c'est quand même, au niveau historique, c'est quand même un peu lourd. C'est de remonter un peu le moral. Voilà, donner un peu... C'est ça. Ouais, une Marianne un peu avenante, quoi. Au lieu avec un bonnet phrygien. Et au lieu de ça, Rodin propose une espèce de femme en furie. On dit que comme il a besoin d'un modèle, il aurait mis sa compagne, Rose Beuret, en colère. Donc, c'est un visage bien en furie. Très expressif. Expressif, ouais. Pas très avenant quand même. Et au lieu de mettre le bonnet phrygien, il va la coiffer d'un casque Renaissance de guerrier. Donc, vous voyez, c'est complètement à côté de la plaque. Et en fait, malgré lui... En fait, Rodin n'a jamais revendiqué d'être avant-gardiste, d'être ça. Il fait et c'est tout. Il s'en fiche de ce que disent les autres. Il s'en fiche. Il y a une liberté totale. Il y a une liberté immense. Et sauf que sans le vouloir, il est complètement décalé. Et ce qu'il voulait, c'était exprimer quelque chose. C'était pas mettre une image figée. Donc, les concours, ça rate tout le temps. Et après, peu à peu plus tard dans sa carrière, il y aura les monuments des bourgeois de Calais. Là, ça va. Enfin, le monument va aboutir, mais. Ça a failli capoter. Et Rodin, c'est quand même un peu le spécialiste des monuments impossibles. Ça commence bien, ça finit mal. Souvent, c'est un peu comme ça. Il ne rentre pas justement dans l'académisme. Il ne rentre pas du tout dans le moule. Dans le moule. Pas du tout. Mais est-ce qu'il provoque quelque chose? Enfin, lui, il a la volonté de provoquer? Pas du tout. Non, c'est pas un provocateur. Ah non, pas du tout. Lui, vraiment, il fait son truc. Et vraiment, mais... et d'ailleurs, il le dit, les critiques, laissez-moi mon travail. Et un peu comme Rilke, d'ailleurs, le poète Rilke, qui va venir à Paris pour apprendre à travailler auprès de Rodin, et donc il va être son secrétaire particulier pendant 2-3 ans. Et Rodin lui dira, il y a 2 façons, le travail et la patience, mais surtout, un peu comme les lettres à un jeune poète de Rilke, où Rilke dit, vraiment, soyez sincère avec vous-même et laissez dire les autres, c'est pas grave. C'est ça. Et Rodin, il est là-dedans, laissez dire, lui, ce qui l'intéresse, c'est son travail, et après, le temps fera son œuvre. Pour réussir à avoir cet état d'esprit, il faut une grande force de caractère. Il faut quand même être solide. C'est quelqu'un de libre, vraiment de libre, complètement libre. Ouais. Et parfois, d'ailleurs, à tel point, parfois c'est un peu le bulldozer quand même, parce que vraiment, il travaille, il respire comme il travaille comme il respire. C'est un peu un galérien quoi, du travail. Et en 1889, il y a une exposition Monet-Rodin. Et ils sont pratiquement jumeaux, ils sont tous les 2 nés en novembre 1840. Donc Monet arrive, il met tous ses tableaux, et Rodin arrive derrière, il met toutes ses sculptures devant les tableaux de Monet, et voilà, il est un peu bulldozer parfois. Il s'impose parce que c'est plus fort que lui. Mais en tout cas, il n'a jamais la volonté de provoquer. La seule chose, c'est d'être sincère et honnête avec soi-même.
Mais merci beaucoup, parce que là, on en apprend plus sur un artiste qui est parfois un peu mystérieux. Ce bonhomme, il a l'air un petit peu comme ça, difficile d'accès. Enfin, même quand on voit ses photos, une sorte de force. Il dégage une grande force. Et il faut voir ce qu'il y a derrière. En fait, c'est quelqu'un, entre guillemets, d'autodidacte. C'est quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un qui a une énorme force, qui a une passion pour l'Antiquité et pour la nature. Donc, il habite à Paris et peu à peu, donc, il va s'expatrier, entre guillemets, à Meudon. Oui, nous allons parler plus tard des deux musées, justement, puisqu'il y a deux pôles Meudon sur l'île de France. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Restez avec nous, vous êtes bien sur La Voix d'Ambroise Paré, en compagnie de Nicolas, bibliothécaire animateur au sein du réseau des médiathèques de la ville de Boulogne-Billancourt, et d'Hélène Marot, notre invitée aujourd'hui du musée Rodin, qui aujourd'hui dans cette émission va nous parler de l'immense sculpteur Auguste Rodin. Hélène, on parle de Rodin comme d'un génie qui donne vie aux sculptures. Pour vous, quel est l'apport de Rodin vraiment à la sculpture de son époque ? Faisait-il partie d'un mouvement esthétique particulier, le naturalisme, le symbolisme, ou est-il difficilement classable ? Alors oui, il est assez difficilement classable. Ce qui est sûr, c'est qu'il donne vraiment vie à ses sculptures, ce qu'on dit tout à l'heure, c'est un passionné de la vie et du vivant, qu'il a vraiment besoin toujours d'avoir le modèle vivant sous les yeux pour travailler, c'est pas possible. Et en fait, ce qui est aussi sur le modèle vivant, il le laisse déambuler. Il ne le fait pas prendre une pause académique arrêtée, il laisse déambuler le modèle vivant, et après, il l'interrompt en disant stop, et après, il modèle d'après... Le modèle arrêté, mais c'est lui qui décide la pause spontanée. Ça vient, à un moment, il a une idée. Il y a un déclic qui se fait. C'est ça. Comme pour l'homme qui marche, par exemple, il laisse déambuler le modèle, et à un moment donné, il lui dit stop, et il arrête la pause. C'est pas des pauses académiques. Et par rapport au mouvement dont vous parliez, il est un petit peu tout à la fois, et au-delà de tout, il est un peu symboliste parfois, il est aussi parfois un peu impressionniste entre guillemets, expressionniste aussi parce qu'il n'est pas du tout dans le mode de représentation. À l'époque, les artistes contemporains d'Alou ou d'autres représentent des personnages qu'on peut reconnaître ou des scènes qu'on peut identifier à l'aide d'attributs. Ça peut être un vêtement d'époque, ça peut être, si c'est pour l'année 70, etc., ça peut être des éléments... en tout cas didactique. Lui, en fait, au fur et à mesure, il supprime tout ce qui n'est pas essentiel. Il commence par supprimer, en effet, tout ce qui peut rappeler les attributs qui peuvent rappeler une époque ou une situation particulière. Et au fur et à mesure, c'est pour se concentrer là où il y a le plus d'expression. Et donc, il finit par il a une maîtrise totale de la figure humaine, à tel point que sa première œuvre vraiment personnelle qu'il fait lorsqu'il est en Belgique, qu'on appelle l'âge des reins, est accusé d'avoir été moulé sur le modèle vivant, tellement le modelé paraissait vrai et sensible, proche du réel. Voilà. Donc il a vraiment une totale maîtrise de la figure humaine, mais après, peu à peu, il va supprimer les bras, les têtes, ou se concentrer sur le torse, parce que la vie, le vital vient du torse. Du torse, l'endroit où il y a le cœur aussi. Voilà. Et voilà, donc quelque part après, il va commencer à décomposer pour recomposer après. Donc il ouvre la porte aussi après, aussi bien, pas minimaliste, mais voilà, il fonctionne par fragmentation, assemblage, agrandissement, par morceaux, ce qu'on appelle les abattis. C'est des petits morceaux qu'il utilise pour recomposer les torses qu'il a décomposés. Vous m'avez dit que les sculpteurs contemporains étaient très impressionnés par son œuvre, oui. Et même les plus contemporains. Les plus contemporains. Il y a la fameuse citation, vous pouvez me la rappeler, de Brancusi. Ah oui, Brancusi est passé comme praticien dans l'atelier de Rodin, donc un peu plus tard, quand Rodin était déjà un peu plus installé. Il est resté seulement 3 semaines, et il est parti en disant que rien ne pousse à l'ombre des grands arbres. Donc il est parti aussi vite. Et alors, par contre, très récemment, en 2017, il y a au musée une exposition Rodin-Kiefer. Kiefer, c'est vraiment un immense artiste allemand. Contemporain qui vit en France, qui travaille en France. Il travaille beaucoup sur le métal. Voilà. Et oui, aussi sur les drapés, sur des figures, sur des vitrines. Et il est venu donc, dans les réserves du musée à Meudon. Et là, il est venu 2 fois. La première fois, il est venu sans appareil photo. C'était comme un enfant dans un magasin de jouets. La deuxième fois, il est revenu, et là, avec un appareil photo, et là, c'était l'ogre. Il prend une photo comme d'une manière complètement boulimique, et là, c'était... Waouh. C'était un pillage. C'était un peu ça. Ouais. Mais c'est pour dire que les artistes contemporains,
sont encore fascinés aujourd'hui. Et Picasso, alors en 1900, c'est une date importante dans l'œuvre de Rodin, dans sa vie. Rodin profite, comme d'autres artistes, de l'exposition universelle pour se faire connaître. Donc il crée son propre pavillon personnel, place de l'Alma. Ah oui, d'accord. Et là, donc, il expose toute son œuvre en plâtre, parce que le bronze coûte très cher, donc en plâtre, dont des assemblages. Et Picasso a donc des assemblages, des figures fragmentaires, etc. Et on sait que Picasso a vu cette exposition. Il s'en est pas vanté, mais il y a quand même des assemblages de Picasso, notamment avec des vases que Rodin a fait auparavant. Ouais, mais Picasso prenait un peu partout. C'était un peu Picassiette aussi. Hein. Voilà. Voilà. Et là, vous avez fait allusion à l'homme qui marche. Est-ce que Giacometti, on connaît l'homme qui marche de Giacometti, des sculptures très très dépouillées, avec des membres très très longs, cet homme qui semble un peu comme ça, qui marche un peu dans le vide, ça donne une dimension quand même existentielle très forte. Est-ce qu'il a été influencé par Rodin, par l'homme qui marche de Rodin, justement? Oui. Alors, Giacometti connaissait l'œuvre de Rodin et l'appréciait beaucoup. Mais c'est passionnant de voir l'homme qui marche de Rodin et celui de Giacometti à côté. L'homme qui marche de Rodin, Rodin dira que le mouvement, c'est la vie. Et l'homme qui marche, c'est vraiment l'essence du mouvement. Par contre, chez Giacometti, c'est après la guerre, et Giacometti, pendant la guerre, était en Suisse. Et Giacometti a été très impressionné c'était un peu traumatisant même pour lui. Et chez Giacometti, l'homme qui marche, qui s'inspire quand même directement dessus de Rodin, c'est vraiment l'essence de l'être. On a l'impression que si on souffle, il n'y a plus rien. Chez Rodin, c'est plutôt l'essence du mouvement, qui est la vie. Chez Giacometti, c'est l'essence de l'être, et après, on souffle et c'est fini. D'accord. Merci beaucoup, Hélène. Nous allons faire une nouvelle pause musicale. Restez avec nous. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Hélène, donc reprenons notre conversation. Je crois que Rodin est surtout un grand modeleur. Et c'est quand il découvre cette capacité qu'en fait, que sa carrière va prendre une autre tournure. Et il laisse souvent la taille du marbre à d'autres personnes. Et vous m'avez dit, c'est pas tout à fait le même travail. Lui, c'est plutôt le modelage. Oui. Alors Rodin modèle la terre, c'est vraiment un modeleur. Et après, il fera appel à d'autres praticiens pour développer et donner à son œuvre toute la portée qu'il souhaite. Mais au départ, en fait, le sculpteur modèle la terre. Après, il travaille aussi avec des mouleurs qui vont faire un moule sur sa terre pour pouvoir après en faire des tirages en plâtre. Et c'est ce plâtre qui sera confié au fondeur pour avoir des bronzes. C'est vraiment un métier à part entière. Le bronze est coulé. Et puis, et il donnera aussi un plâtre avec par contre des points de mise des points de repère au praticien qui taillera le marbre. Au 19e siècle, c'est assez courant. Les sculpteurs sont plutôt des modeleurs. Et après, ils donnent leur modèle à différents artisans, techniciens, donc fondeurs, praticiens. Mais ça se passe dans le même atelier ? Non. Les fonderies, c'est bien. Les fonderies, c'est vraiment des endroits vraiment spéciaux, très spécifiques où il faut faire chauffer du métal pour le couler plus tard, etc. Et les praticiens, alors c'est vraiment une époque. Il y a assez peu de sculpteurs à l'époque qui taillent le marbre en direct. Il y a une vidéo d'époque où on voit Rodin en train de tailler le marbre, mais ça c'est pour la galerie, si je peux dire. Pour la légende, il l'a jamais fait pour la légende. Non, il y avait vraiment des praticiens qui parfois étaient des vrais sculpteurs, pas eux-mêmes, mais qui dégrossissaient le marbre. Et Rodin arrivait après en disant oui, là on continue, là on arrête. Et parfois d'ailleurs, il interrompait la taille du marbre au milieu parce qu'il trouvait que c'était mieux que le marbre soit pas complètement fini. Donc il supervisait, mais c'est pas lui qui taillait. Il travaille aussi avec les accidents qu'il peut y avoir des fois sur le marbre, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment passionnant dans l'œuvre de Rodin, c'est qu'il joue vraiment avec il a un sens du travail énorme et aussi du matériau. Il ne force pas le matériau. Dire que si le matériau, par exemple, lorsqu'il fait une œuvre, il modèle une œuvre en terre, pour qu'elle se conserve, il faut la faire cuire. Et si une terre à la cuisson n'est pas assez évidée, elle claque, elle peut se casser. C'est très fragile. Oui. Et il y a un très très bel exemple au musée d'une sculpture qui s'appelle justement d'ailleurs la terre, qui est une figure allongée. Et lorsque Rodin a voulu la faire cuire, elle a éclaté à la cuisson parce que donc elle n'était pas assez évidée. Et donc cette figure allongée sur le ventre, le dos a complètement été fissuré. Et au niveau de l'arrière des jambes, il y a eu une grosse cassure et un décalage. Et en fait, pour Rodin, là, c'est comme si le matériau, entre guillemets, parlait.
Et lorsque Rodin a fait une empreinte et l'a agrandie pour avoir son œuvre définitive et la fondre en bronze, il a conservé les cassures. Et les cassures donnent vraiment à cette œuvre, c'est vraiment sa particularité et son origine. Et ça en fait vraiment une œuvre beaucoup plus sensible et unique. Oui, comme si la matière était vivante et il profite de cette vie de la matière-là. Exactement. Il ne va pas nier ce qui s'est passé, enfin, il va le reconnaître. Il joue avec complètement et ça fait partie intégrante du processus de création. On a aussi une tête de l'homme au nez cassé qui a gelé dans l'atelier quand il faisait froid et Rodin n'avait pas assez d'argent pour se chauffer. Donc tout l'arrière de la tête est tombé, s'est cassé, il restait que le masque. Et en fait, il dira que le masque est encore plus expressif que la tête entière. Et l'autre petite chose que je rajoute rapidement, c'est que donc, l'accident est important, mais aussi les traces du travail. Et Rodin fait exprès de conserver dans l'œuvre finale les traces du travail, notamment par exemple lorsqu'un plâtre sort du moule, il y a des traces qu'on appelle les traces de couture, qui sont les traces de jointure des différentes pièces du moule. Normalement, un sculpteur les efface, et Rodin, lui, fait exprès de les conserver comme partie intégrante du processus de création. Voilà, comme un accouchement, quoi, comme ça. Ça a dû beaucoup inspirer aussi, j'imagine, les sculpteurs contemporains. Oui, tout à fait. Tout ce qui est de l'ordre du processus, aujourd'hui, on travaille beaucoup dessus. Mais Rodin, déjà, à son époque, les conservait volontairement. Et comme un ajout à la dimension esthétique et puis aussi émotionnelle de l'œuvre. Alors nous avons évoqué donc l'homme qui marche, certaines sculptures de Rodin, l'homme au nez cassé. Pouvez-vous nous rappeler rapidement les sculptures les plus connues de Rodin? Alors il y a évidemment le baiser, mais pour le baiser, Rodin dira que c'est une belle pièce, mais c'est un beau bibelot. C'est quelque chose d'assez fermé sur lui, c'est pas une œuvre vraiment novatrice. Le monument des bourgeois de Calais, qui est une œuvre très importante. Très importante. Victor Hugo, mais vraiment l'œuvre la plus importante pour Rodin lui-même, et il le dira, que c'est le pivot de son œuvre et de son esthétique, c'est le monument à Balzac, qui a été retoqué rapidement. Et je crois que vous avez écrit un livre sur ce monument. C'est ça, sur Balzac, ouais. D'accord, le souffle. Une spécialiste de cette sculpture. En fait, cette sculpture, elle résume un petit peu tout le travail qu'a fait Rodin en amont, avec des études de nu, de tête, de main, de visage, de corps. Parce que Rodin travaille toujours le nu avant le drapé, pour qu'on vraiment on sente la charpente humaine sous le vêtement. Il a trouvé un sosie de Balzac pour faire... il croit aussi au type de race, donc Balzac étant tourangeau, Rodin va en Touraine. Oui, il veut se rapprocher vraiment de l'origine. L'air de la race, quoi. Balzac était mort. Oui, Balzac était mort, donc du coup, Balzac était mort. Pour le point de départ, il a besoin, d'une trace de vie, si je peux dire. Donc, il va en Touraine et puis il tombe sur un conducteur de diligence qui s'appelle Estagé. On a des photos d'Estagé et c'est de son visage et c'est le point de départ du portrait de Balzac. C'est une aventure créative. Voilà. Et lui, il était tout à fait d'accord. Il a dû être surpris quand même. Ah oui, sûrement. Sur sa diligence, il pose pour quand même le grand sculpteur de l'époque. Oui. Alors on n'a pas le détail de la rencontre, mais en tout cas on a les photographies. Et pour le corps, comme Balzac était petit, assez trapu, il y avait beaucoup de caricatures de Balzac. Et Rodin étudie sur des corps au gros ventre, etc., plus ou moins pour simuler cette puissance. Rodin ne veut pas faire un monument descriptif. Balzac, on ne le reconnaît pas, il n'a pas de plume à la main, on ne sait pas que c'est un écrivain. Voilà, il est pas en costume d'époque, il a une espèce de grand drapé. Très impressionnante, vraiment monumentale. On la retrouve où, cette sculpture, aujourd'hui ? Alors, principalement dans le jardin du musée Rodin, à Paris. D'accord. Il y en a aussi un au MoMA à New York. Il y en a plusieurs comme ça dans les musées. Mais il n'a jamais été fondu du vivant de Rodin. D'accord. Très bien. Et donc, il y a aussi une sculpture très célèbre, Le Penseur. Parce que là, je crois que elle fait un peu elle est connue universellement. Et en fait, Le Penseur, c'est vraiment l'icône immense de Rodin et qui parle en effet à travers les espaces, le temps. Cette œuvre a été présentée aussi bien à Pékin qu'en Allemagne, qu'à Rome pour des moments historiques de relations diplomatiques ou autres. Parce que elle symbolise à elle seule, il n'y a pas cette puissance de la pensée, c'est aussi la dignité humaine par excellence. Mais l'origine du penseur, ce qui est intéressant, c'est que là, on connaît le grand modèle, mais
qui était fait plus vers la fin de la vie de Rodin, après 1900. Mais à l'origine, le penseur fait 70 cm de haut. Ah oui, on ne le voit pas du tout comme ça. Et en fait, il s'est appelé le poète penseur. Il figure dans le tympan de la porte de l'enfer. D'accord. La porte de l'enfer, Ah oui, c'est une des pièces de la porte de l'enfer. En fait, principale, qui à l'origine simule la figure de Dante. Dante qui médite sur le destin humain. Et après, lorsque Rodin a retiré cette sculpture du contexte de la porte de l'enfer, il l'a appelé le poète penseur, et après c'est resté le penseur. Et c'est qu'après 1900, beaucoup plus tard, qu'il a été agrandi et qu'on l'a appelé le penseur, parce que c'est devenu une icône. C'est pareil pour le baiser, qui à l'origine s'appelle Paolo et Francesca, qui est un groupe maudit de l'enfer de Dante, qui une fois retiré de ce contexte de la porte, devient un sujet autonome, et qui viendra l'image du bonheur et de l'amour humain, et qui s'appellera le baiser. Merci beaucoup, Hélène. Nous allons faire à nouveau une pause musicale. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Hélène Marot, donc, nous avons le plaisir de vous retrouver pour parler de cet immense sculpteur Auguste Rodin. Nous avons évoqué les sculptures, on va dire les plus connues. Le baiser, les bourgeois de Calais, la porte des enfers. Vous nous avez expliqué qu'il avait extrait d'ailleurs certains petits morceaux pour en faire des sculptures iconiques comme le baiser ou le penseur. Vous avez évoqué aussi le Balzac de Rodin, bien célèbre, très impressionnant dans sa grande cape, dans son grand drapé qui dégage une grande force, et vous êtes d'ailleurs une spécialiste de cette œuvre puisque vous avez écrit un livre à ce sujet. Maintenant, j'aimerais aussi savoir s'il y a peut-être des œuvres moins connues du public mais qui vous sont chères, que vous aimez beaucoup, que vous pourriez nous faire découvrir. Oui, alors en fait il y en a deux, mais il y en a plusieurs d'ailleurs. Et Rodin donc travaillait surtout le plâtre, bien sûr, et la terre, mais il y a des œuvres drapées. En fait, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup expérimenter, donc il a aussi expérimenté d'autres matériaux comme la pâte de verre ou la céramique. Mais en fait, il y a entre autres une petite figure qui s'appelle Mercure, un Mercure avec un drapé. C'est une petite figure masculine, debout, les bras écartés. Et en fait, Rodin a pris du vrai drapé qu'il a trempé dans du plâtre et qu'il a collé à la sculpture comme une espèce de voile à l'arrière de la sculpture, comme si la sculpture était un peu en suspension. Et comme c'est un Mercure, en plus Mercure c'était aussi l'envoyé des dieux, etc. Et voilà, donc ça c'est une petite pièce qui est très belle, qui est exposée pas depuis très longtemps au musée Rodin à Paris. Et une autre pièce aussi qui est un peu du même ordre, c'est aussi avec un drapé, c'est le torse de l'âge d'airain drapé. Donc c'est l'âge d'airain, c'est la fameuse sculpture qui avait été qu'on avait pensé prise sur le modèle vivant, mais voilà, après il a été on sait pas, voilà, il a été reconnu comme étant une œuvre à part entière. Et donc le torse est figuré comme enveloppé dans un grand drapé, un peu à la manière des vierges à l'enfant. Et donc voilà, donc ce torse est drapé comme la tête est couverte, et il y a une déchirure au niveau du voile, au niveau du front, parce que cet âge d'airain est aussi un guerrier blessé, un vaincu. Et il a une entaille sur le côté du front, qu'on ne voit pas tellement. Mais ce qui est beau, c'est que ce drapé qui le couvre est déchiré au niveau de la déchirure, donc il dégage la déchirure. Et ça, c'est très beau. Enfin, c'est ces deux œuvres que j'aime beaucoup. Et dans son Mercure, on retrouve donc son goût pour les figures ailées, justement, oui, pour cette volonté de s'envoler, justement. C'est ce qu'on disait un petit peu au début de notre conversation. Et oui, c'est ça. Et c'est vraiment la pesanteur et la grâce, quoi. C'est vraiment aussi la condition humaine. Hein. C'est ça. Un peu. C'est un peu ça, ça, tout à fait. On pourrait parler aussi du Rodin dessinateur, parce que je crois que c'est un grand dessinateur. Nous, à la bibliothèque, nous avons plusieurs ouvrages sur les dessins de Rodin, très très beaux, avec du fusain et parfois aussi des petites touches comme ça de couleurs. Vous avez des collections, j'imagine, au musée ? Oui, alors on a une collection de dessins immense. En fait, les collections du musée sont issues de la donation de Rodin à l'État, donc... Le musée est né en 1919. Voilà. En 1916, Rodin signe ses donations de ses collections de son domaine de Meudon et des droits d'exploitation de son œuvre. Donc le musée ayant droit de l'artiste, c'est un musée national. Donc, voilà, en 1917, Rodin meurt et en 1919, le musée ouvre. D'accord. Donc on a toutes les collections, tout le fond des dessins, des sculptures, les archives, les moules. Les peintures aussi, il avait une collection importante de peintures d'autres artistes. Voilà. Et du coup, l'œuvre dessinée, les dessins de Rodin, c'est une œuvre à part entière, mais qui n'a rien à voir, qui est complètement distincte des sculptures.
Parce que Rodin, lorsqu'il fait des esquisses pour des monuments autres, c'est dans la terre. Les dessins qu'il a, c'est parfois des dessins faits d'après les sculptures, mais il ne fait pas les dessins pour les sculptures, c'est dans l'autre sens. Ah, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Donc, c'est pas des schémas ou des choses comme ça, ou des dessins préparatoires. Non. D'accord. Et alors, dans le fond, il y a énormément donc, de dessins de femmes, énormément. Et aussi, il avait une autre passion, c'est les cathédrales de France. C'est-à-dire, il a écrit un livre, Les cathédrales de France, où c'est très poétique, parce que Rodin est aussi... il écrit de manière très poétique, très belle, parfois assez maladroite et pleine de fautes d'orthographe, parce qu'il est quand même assez autodidacte, mais c'est magnifique. C'est vraiment de la poésie. Il a peut-être été influencé par Rilke, justement, non? Non, je crois pas. C'est plutôt Rilke qui a appris à donner un peu de consistance à ses mots et à sa poésie, qui était quand même parfois très, pas éthérée, mais... Peut-être trop lyrique. Et c'est assez incroyable qu'un poète aussi fin soit venu pour apprendre à travailler auprès de Rodin, qui est vraiment solide. Très différent. Oui. Et donc Rodin parfois disparaissait, enfin entre guillemets, il partait 3 semaines sans dire à personne, il allait faire le tour des cathédrales de France, il revenait. Donc il y a un immense fond de croquis, de moulures, qui sont magnifiques. Mais son sujet quand même essentiel, c'est les femmes. Et alors souvent on a reproché parfois au dessin de Rodin, il y a des dessins érotiques, de fait, mais aussi c'est un peu comme Courbet avec l'origine du monde. Il y a chez Rodin une fascination pour l'origine de la vie, et donc pour la femme. Et à côté de ça, ce qui est drôle, c'est qu'il a un immense respect pour les femmes, et notamment au niveau de la sculpture, quand il fait beaucoup de portraits de femmes, c'est en marbre. Par contre, le bronze est beaucoup plus aigu comme matériau quand c'est coulé à partir d'un modèle, et il dira, avec les femmes, il faut toujours garder un coin du voile. Ça peut paraître un peu paradoxal voilà, aujourd'hui, mais c'est vrai. Et aussi, ce que je voulais dire par rapport au dessin, donc c'est des dessins magnifiques, d'une modernité incroyable. Donc les Allemands comme Egon Schiele ou d'autres se sont quand même inspirés. D'accord. Oui, on voit bien la filiation qu'il y a avec les dessins de Schiele. Oui. Et là, on retrouve aussi son immense liberté, parce qu'il mélange les techniques à la fois, le fusain, l'aquarelle, l'encre, le dessin. Enfin voilà, il y a un mélange de techniques incroyable. Très bien. Pour conclure, Hélène Marot, il existe 2 musées Rodin, un à Paris et l'autre à Meudon. Pouvez-vous nous parler des spécificités de chaque musée? Est-ce qu'il y en a d'ailleurs? Et est-ce qu'ils se complètent? Oui, ils se complètent complètement, si je peux dire. Le musée en tant que tel, en tant qu'entité, c'est bien sûr Paris. Tous les bureaux sont à Paris, tout se passe à Paris. Et pendant longtemps, Paris, c'était... en fait, Rodin n'a jamais vécu au musée Rodin à Paris. Rodin a sauvé le bâtiment de la destruction, parce que là, en début... Je ne vais pas être trop longue, mais en fait, au 19e siècle, l'hôtel particulier avait été racheté par les Sœurs du Saint-Sacrement. C'est elles qui ont construit ce qu'on appelle la chapelle, qui est le bâtiment où il y a les expos temporaires et les bureaux. Mais en 1905, les sœurs doivent partir avec la séparation de l'Église et de l'État. Le bâtiment est récupéré par l'État, qui sous-loue à des artistes. Il y a aussi bien la danseuse américaine Isadora Duncan que Matisse. Voilà. Et Rodin découvre cet endroit en 1908, grâce à Rilke, 9 ans avant sa mort, donc c'est à la fin de sa carrière. Il a un coup de cœur pour le lieu. Et donc il s'y installe un petit peu avec d'autres artistes. Et vers 1910, l'État veut tout reprendre pour tout démolir et faire des immeubles de rapport. Et Rodin commence à négocier en disant, vous détruisez rien, je vous donne tout et on fait le musée Rodin là. Donc c'est un peu une galerie pour Rodin. D'accord, c'est l'origine donc du musée. Merci beaucoup Hélène Marot, on en sait vraiment plus sur votre travail au musée, très important, votre passion pour Rodin, là on a bien ressenti cette passion lors de cette émission, et on en sait plus aussi, donc toujours plus et encore plus sur l'œuvre de cet immense sculpteur Auguste Rodin. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. À présent, retrouvez la suite des programmes de La Voix d'Ambroise Paré. Je vous souhaite sincèrement un bon rétablissement, un retour rapide à la maison et une bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. La Voix d'Ambroise Paré est aussi sur Internet. Suivez l'actualité de La Voix d'Ambroise Paré sur notre site et sur notre page Facebook.